BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Bienvenue dans le grand journal de New York, votre rendez-vous du week-end sur BFM Business. Depuis le Nasdaq, en plein cœur de Manhattan, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour aller à la rencontre de ces Français qui vivent et font l'actualité aux États-Unis. Nous serons dans quelques instants avec Anthony Valla, le responsable des activités américaines de Valrhona. Bien oui, vous allez me dire, pas de fin d'année digne de ce nom sans chocolat. Est-ce que c'est la même chose ici, dans un contexte économique particulier? Est-ce que la demande est au rendez-vous? C'est ce que nous essaierons de voir avec notre invité. Il nous parlera également de l'histoire et des projets de Valrhona outre-Atlantique. Il n'y a pas que les chocolats en cette fin d'année, c'est également l'heure des bilans. Grégory Volokin, responsable de Mescar Capital Market à New York, sera avec nous pour revenir sur les grandes tendances qui ont marqué les marchés financiers cette année. Quelles sont ses prévisions pour 2013 à ne pas manquer dans 15 minutes? C'est l'un des gros cartons de l'année. Vous connaissez sûrement l'application musicale Songpop, la première application sur Facebook pour 2012. Plus de 60 millions de téléchargements dans le monde depuis sa sortie en mai dernier. Eh bien, c'est un Français qui est à l'origine de ce jeu. Il sera avec nous pour nous parler de son succès et puis aussi pour nous donner son avis sur les pépites à surveiller dans le secteur en 2013. Enfin, nous consacrerons la dernière partie de cette émission au dossier de la falaise fiscale. Jean-Bernard Cadier, notre expert en politique sur BFM Business, et son invité évoqueront les tout derniers développements. Mais comme promis, allez, on va démarrer ce grand journal de New York, le dernier de l'année, avec un petit peu de douceur. Notre gros plan sur Valrhona, c'est la marque de chocolat de référence des grands chefs et des amateurs de grands crus chocolat du monde entier. Le groupe s'est installé officiellement aux États-Unis au début des années 90. Il emploie aujourd'hui 18 personnes dans le pays. Anthony Valla, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le responsable de Valrhona en Amérique du Nord. C'est un gros marché, les États-Unis, pour Valrhona? C'est un marché très intéressant. C'est un marché en croissance assez forte pour Valrhona. Ouais. Et c'est ce qui est principalement intéressant. C'est un marché qui est différent du marché français. C'est-à-dire je pense que vous... en France, vous allez trouver beaucoup de boutiques de pâtisserie en tant que telles, de chocolatiers. Ouais. Vous en avez à Paris, vous en avez dans les principales villes de province. Ici, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas cette culture de la pâtisserie. Les gens s'invitent beaucoup moins. Pas encore, exactement. C'est en train de venir. Ouais. Les gens s'invitent un petit peu moins chez eux. Ils vont beaucoup plus au restaurant et dans les hôtels. Donc pour nous, c'est un marché qui, même si la discipline pâtisserie en tant que telle est la même, ouais. On utilise les mêmes ingrédients, les mêmes techniques. En termes de clients et de contraintes, c'est un petit peu différent. Donc on a beaucoup moins de clients pâtisserie boutique et chocolatiers et beaucoup plus d'hôtels, de restaurants. Donc c'est plutôt des desserts. Une démarche un petit peu différente alors. Exactement, c'est beaucoup plus des desserts à l'assiette, ouais. Comparativement à des entremets comme on peut les connaître en France. Donc c'est pas tout à fait les mêmes utilisations. Par contre, l'amour du chocolat est là. L'amour de la gastronomie est en train de venir aussi. Tout doucement, les Américains prennent le chemin de la gastronomie. C'est pas complètement là. C'est en train de venir, ouais. On y arrive, ça dépend effectivement si on parle de l'américain moyen ou si on parle des Américains qui voyagent un petit peu plus, mais c'est effectivement en train de venir et c'est ce qui est très intéressant pour nous au niveau du marché américain, définitivement. Alors si on regarde un petit peu la proportion du marché américain par rapport aux ventes totales de Valrhona, c'est quoi? C'est aujourd'hui assez peu significatif. Ouais. On est autour d'une dizaine de pourcents pour Valrhona, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la croissance de l'entreprise est tirée aujourd'hui par certains pays émergents, dont les États-Unis. Alors en pays émergents en termes de gastronomie, effectivement pas en termes d'économie, mais aujourd'hui effectivement l'international chez Valrhona représente désormais plus de 50% de l'activité. D'accord, c'est pas mal quand même, effectivement. Ce qui est effectivement pas mal et ce qui est effectivement intéressant en termes de croissance et en termes de contraintes, ça amène aussi quelques contraintes et quelques questions un petit peu différentes au niveau de l'entreprise. Les Américains sont très conscients au niveau du cacao, posent beaucoup de questions. Un petit peu plus que nos clients français, mais ça vient aussi en France et on a eu des importantes discussions en interne chez nous pour répondre à ces problématiques, mais toutes les problématiques d'origine cacao, etc. La proximité de l'Amérique du Sud aujourd'hui fait en sorte que ces questions sortent un petit peu plus qu'elles ne le sortent en France. Ouais. Et puis c'est votre job aussi à vous d'essayer de pousser la marque, d'aller justement vers les clients. Alors si on regarde du côté précisément de ces clients, restaurateurs,
tout particulièrement? Vous avez qui encore? On a des restaurateurs. Américains, des Français. Alors effectivement, à la base, Valrhona s'est installé. Je vais faire un tout petit peu d'histoire de Valrhona. Allons-y. Mais effectivement, Valrhona s'est implanté sur le territoire américain grâce aux pâtissiers français qui sont venus, qui se sont installés et qui ont démarré dans les meilleurs hôtels et les meilleurs restaurants de la ville ici à New York, mais aussi du pays. Et puis ces restaurateurs ont amené leur technique, leur culture de la gastronomie et aussi au niveau de la pâtisserie, ils ont amené leurs ingrédients préférés. Donc c'est un petit peu comme ça que Valrhona a démarré, avec une forte communauté française. Aujourd'hui, il y a toujours une communauté. Donc ça, c'était fin 90. Ça, c'est dans les années 90, effectivement, petit à petit. Et puis dans les années 2000, on voit qu'effectivement, ce que je vous disais, les Américains viennent à la gastronomie et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chefs pâtissiers qui sont américains, qui viennent des pays aussi asiatiques. Et donc on a une base de clientèle qui est un petit peu plus large que la simple communauté française aujourd'hui. Donc la marque Valrhona aujourd'hui, c'est plus simplement la marque des grands chefs français. Exactement. C'est la marque des grands chefs internationaux. Effectivement, et puis on est une marque internationale. On est aujourd'hui présent dans plus de 70 pays dans le monde. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est désormais réalisé à l'extérieur de la France. Donc la gastronomie devient effectivement mondiale et notre présence est mondiale. Et aujourd'hui, on est présent dans chacun de ces pays. On supporte les communautés dans chacun de ces pays à travers des compétitions. Il y a une compétition qui est intéressante à mentionner, c'est la Ici Coupe aux États-Unis? Non, elle est à Lyon. Ouais. Mais il y a un lien avec les États-Unis puisque ça s'appelle la Coupe du monde de la pâtisserie. Ouais. Et donc vous avez des équipes de pâtissiers de chaque pays qui font des compétitions. Alors c'est des compétitions absolument terribles à regarder. Ce sont des entremets, ce sont des sculptures en chocolat, des sculptures en glace, etc. Ouais. Des bonbons de chocolat. On aime bien donc c'est assez ici sympa. En plus. C'est très sympa à regarder et ils ont des créations qui sont absolument magnifiques. Et vous avez des équipes de chaque pays. C'est au mois de janvier. Bientôt. C'est effectivement au mois de janvier, tout bientôt, à Lyon, pour le Syrah. Et il y a une équipe américaine qui va être en compétition avec des équipes du monde entier. Quoi, des grands chefs américains? C'est des grands chefs américains, des chefs pâtissiers des meilleurs établissements d'ici. Il y en a un petit peu de partout, de Las Vegas, de Chicago. Et ils vont effectivement être en compétition avec les meilleurs chefs français, avec les meilleurs chefs de chaque pays. Et c'est notre moyen de supporter l'industrie. Ouais. On supporte beaucoup les chefs et c'est ce qui d'ailleurs est un élément majeur de notre façon de travailler. On est très proche de nos clients. Vous avez une école, je crois. Vous avez des écoles. Hein? On a des écoles, effectivement. On a des pas écoles. Encore ici aux États-Unis. Pas encore. Ça pourrait venir. On espère que ça va venir rapidement, effectivement. On a des écoles en France. Ouais. On a des écoles au Japon, qui est un marché important en termes de pâtisserie et d'image. C'est plus gros que les États-Unis? Non, c'est plus petit que les États-Unis en termes de volume. C'est quand même c'est un grand pays ici et on est très bien implanté. Donc c'est effectivement plus petit qu'aux États-Unis. Mais c'est une question aussi de culture pâtissière, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'artisanat, tel qu'on l'appelle en France. Au niveau du Japon avec des boutiques de pâtisserie, des boutiques bonbons de chocolat. Encore une fois, ce qui rend un petit peu difficile en termes de rapport et de chiffres aux États-Unis, c'est le fait qu'on est présent dans la restauration. Et c'est un élément très saisonnier, c'est-à-dire que vous allez dans un restaurant haut de gamme, vous allez chez Jean-Georges, vous allez chez Percé, vous allez au Bernardin ici, pour ne citer que des New-Yorkais, que des beaux noms new-yorkais, effectivement. À la carte, vous allez trouver 3, 4, 5 desserts. Et effectivement, vous trouverez 2, 3 desserts au chocolat, ça dépend de la saison. Ouais. Et est-ce que si on est un Américain comme ça régulier, on a envie de reproduire ces desserts de grands chefs depuis chez soi, est-ce qu'on a quand même accès ici aux États-Unis à ces produits Valrhona? Parce qu'en France, on a quand même des sacs, 3 kilos, 1 kilo aussi d'ailleurs maintenant, je crois. Effectivement. Est-ce que c'est possible ici d'avoir accès à ces produits? C'est effectivement complètement possible ici. Ouais. Encore une fois, on est effectivement une marque dont le business principal est les chefs et ce qu'on appelle les produits de laboratoire, ou ici, je vais employer un terme anglais, mais le food service. Mais on a aussi une gamme, et surtout une gamme retail. Ouais. Effectivement, les consommateurs aux États-Unis peuvent les trouver chez Whole Foods, qui est une chaîne de magasins gourmets. Qui est en fort développement également et ce qui est très intéressant. Uniquement chez Whole Foods ou vous essayez un petit peu de taper à plusieurs portes? On a plusieurs portes. Aujourd'hui, les épiceries, vous avez beaucoup d'épiceries haut de gamme à New York, à Chicago, à San Francisco, à Los Angeles. Vous connaissez probablement la chaîne Dean & DeLuca, qui offre des produits qui sont absolument superbes. Donc nous sommes présents dans ces éléments-là et on voit une tendance assez intéressante de nos ventes et on voit que les Américains, de plus en plus, s'intéressent au chocolat haut de gamme et au chocolat bien fait. Quelles sont les saveurs qui attirent le plus les Américains? Est-ce que ce sont les mêmes goûts qu'en France? Alors effectivement, il y a une petite différence dans les goûts et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant pour nous de travailler sur le marché américain. Vous allez trouver des noix de pécan, vous allez trouver des saveurs comme les cranberries, pour employer un terme anglais. Le caramel est quelque chose qui marche beaucoup ici. Vous avez les fameux carrot cakes, vous avez les muffins, vous avez les brownies, etc. Donc on travaille avec nos clients pour s'adapter
s'adapter à ces goûts-là. Et c'est ce qui fait aussi le travail très intéressant sur ce marché ici, pour justement associer la qualité de nos produits, la qualité de nos supports techniques et de nos chefs, et l'adapter aux besoins qui sont un petit peu spécifiques. Vous avez créé des produits exprès pour le marché américain? On n'a pas de produits qui sont exprès, ce sont les mêmes produits qu'en France, mais encore une fois, ce sont des matières premières. C'est-à-dire que vous avez du chocolat, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors très rapidement, mais quand on parle de chocolat noir, par exemple, pour nous, un chocolat noir, on n'a pas qu'un seul chocolat noir. C'est ce que je veux dire. On voit aux États-Unis, ici en ce moment, plus de 15 chocolats noirs différents, avec des pourcentages de cacao différents, avec des origines différentes, avec des goûts différents, et puis avec surtout des spécificités techniques. Il ne faut pas oublier que le chocolat est une affaire sérieuse pour les chefs, pâtissiers. C'est un gros business, un énorme business. C'est un gros business et surtout c'est un ingrédient qu'ils aiment travailler et qui travaille dans beaucoup de directions différentes. Ils associent ça avec des saveurs différentes, avec des designs. Si vous allez dans des restaurants, si vous allez chez Daniel, il travaille les couleurs, il travaille les formes, il travaille les textures, il travaille les goûts. Et c'est un gros travail pour les chefs pâtissiers que de renouveler en permanence leur gamme, que d'être créatifs. Et donc ils ont besoin de cette palette de goût qu'on leur offre et de cette palette de goût, unique. Justement, est-ce que vous avez introduit ici aux États-Unis cette petite révolution cette année, je crois, la création du premier chocolat blond? On n'a pas encore introduit aux États-Unis. C'est quelque chose qui, pour des effets saisonniers, vous en parliez tout à l'heure, mais on est en fin de haute saison, de saison forte pour le chocolat. Et donc, pour des problèmes assez purement logistiques, on n'a pas pu introduire cette nouveauté, mais ça arrive tout de suite dès qu'on peut en 2013, effectivement, dès le mois de mars aux États-Unis. On aura le chocolat blond disponible aux États-Unis. On a déjà quelques chefs qui l'ont testé et qui l'ont déjà approuvé et qui sont déjà très excités à l'idée de pouvoir avoir ce chocolat et de pouvoir proposer ça. En quelques mots rapidement, donc cette demande de fin d'année, c'est plutôt encourageant? C'est plutôt encourageant. On voit effectivement un marché de nos clients qui reprend. Les années 2008-2009 ont été assez difficiles pour les établissements haut de gamme. Notre clientèle, c'est effectivement les établissements haut de gamme. Assez difficile, dû à la crise financière, mais on voit une reprise certaine et une activité qui continue d'être forte. Plus, j'allais dire, une lame de fond qui petit à petit nous porte aussi vers une croissance. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a une croissance supérieure à 50% de notre chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, en incluant ces fameuses années 2008 et 2009 qui étaient difficile. Donc les Américains sont de plus en plus sensibles à avoir des ingrédients de bonne qualité et les établissements haut de gamme, effectivement, après avoir connu 2 années difficiles, se remettent et sont en croissance. Et aujourd'hui, vous avez des établissements qui ouvrent plusieurs établissements dans plusieurs villes des États-Unis ou même au Canada, portés par cette demande et portés par cette belle santé. Eh ben, on va terminer sur cette note-là. Merci beaucoup, Anthony Valla, d'avoir été avec nous. Vous reviendrez en 2013 pour nous parler de cette compétition et puis d'autres choses également. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec notre deuxième invité, Grégory Voloki. Le bilan